Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour. Merci d'être là. Un peu sur la pause déjeuner, mais pas trop, donc ça va. On est réunis aujourd'hui pour évoquer la supply chain et plus particulièrement la supply chain qui devient la cible préférée de la cybercriminalité. Et on se pose la question de comment lutter face à ce constat. Finalement, pour être agile, pour être résiliente, la supply chain, elle devient de plus en plus intégrée, mais aussi de plus en plus digitale. Et avec cette digitalisation arrive un risque accru, le risque digital. Donc la cybersécurité, c'est devenu un enjeu majeur pour notre secteur, et pas uniquement pour les responsables de la sécurité des systèmes d'info, pour toutes les activités de l'entreprise, quelles qu'elles soient d'ailleurs, des multinationales, des PME, des startups dans le maritime, des prestataires logistiques, voilà. Donc, aux côtés d'acteurs de la logistique, du transport et d'experts de la sécurité des SI, on est avec Wavestone, le cabinet qui nous présentera, dans le cadre de cette conférence, un livre blanc sur le risque cyber pour la supply chain. Et puis, on est aussi avec Fabrine Frestel, qui est responsable QSSI chez MGI. Donc, je vais vous laisser tous deux présenter les organisations que vous représentez. Fabrine, est-ce que vous pouvez nous présenter MGI ? Oui, bien sûr. Alors, est-ce que vous m'entendez ? Je tiens bien vous le pouvez micro. Poser votre micro voilà, sous le menton, là. Bonjour à tous. Merci de votre présence. Donc, MGI Marseille Gyptis International. C'est une entreprise édition, une entreprise de services numériques. On est éditeur de logiciels spécialisés dans la logistique et le transport. Nous avons notamment notre produit phare qui s'appelle CI5, qui est un PCS, un Port Community System, qui permet d'interconnecter l'ensemble des acteurs d'une place portuaire et également les autorités régaliennes comme la douane, les ports, la capitainerie et autres. Nous avons donc une expérience de plus de 35 ans dans l'édition de ces PCS et nous interconnectons aujourd'hui plus de 10 places portuaires en France métropole et également dans les dom-toms. Nous interconnectons environ plus de 10 000 en fait, utilisateurs. Voilà. Sébastien, je vous laisse présenter Wavestone. Oui, bonjour à tous. Donc Wavestone, cabinet de conseil. On est cabinet de conseil pure player sur le sujet du conseil. On fait du conseil, on accompagne nos clients dans leurs projets de transformation, des transformations qui se sont intensifiées ces derniers temps avec l'urgence et la prise de conscience que côté environnement, il y avait des choses à changer. Une transformation qui s'est intensifiée avec le digital, vous l'avez dit. Et une transformation aussi qui s'intensifie avec la compétitivité et ce besoin aussi d'être toujours beaucoup plus efficace et performant. Donc on est aujourd'hui 4000 consultants à travers le monde. On intervient notamment bien sûr dans le domaine de la supply chain, de la logistique et du transport. On a une expertise très forte sur les sujets cybersécurité, environ 400-500 consultants qui interviennent sur ces problématiques chez nos clients. Et dans le domaine de la supply chain, on intervient dans le secteur de l'industrie, dans le domaine du retail et du luxe. Merci beaucoup. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais quand même qu'on pose un peu quelques chiffres, qu'on fasse un état des lieux. En janvier dernier, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information dévoilait son panorama de la cybermenace 2022 et fait un peu inédit, notable en tout cas, le nombre d'intrusions avérées avait baissé. Alors pas non plus, il n'y en avait pas des centaines de milliers en moins. On est passé de 1082 en 2021 à 831 en 2022. Et cela dit, pour l'agence, ça ne voulait pas forcément dire qu'il y avait moins d'intrusions, mais en tout cas, elles étaient moins détectables. Donc, ce qui n'est pas forcément une super bonne nouvelle. Les raisons pour lesquelles il y avait ces cyberattaques sont toujours un peu les mêmes. Le gain financier, l'espionnage et la déstabilisation, voilà, qui restent les principaux objectifs des attaquants. Et puis, on l'a vu, c'est souvent les établissements de santé qui sont visés en France. En 2021, il y avait près d'une attaque par semaine sur ce type d'établissement. Il y a un grand plan qui a été lancé par l'État pour lutter contre ces cyberattaques, qui a été renouvelé 2021-2022, qui va être encore lancé là sur les prochaines années. Plus récemment, plus dans votre secteur, Fabrine, on a quand même eu des belles attaques
Anvers, Rotterdam, Hambourg. Voilà, donc face à tout ça, quel regard vous portez, vous, sur l'évolution de ce risque cyber? Est-ce que vous avez des chiffres aussi à nous livrer? Alors, en fait, nous, comme socle, comme base en matière de sécurité des systèmes d'information, nous avons décidé en 2017 de nous certifier ISO 27001, qui est une certification purement sécurité des systèmes d'information. Et donc, nous avons mis en place des dispositifs qui permettent donc de piloter et de corriger éventuellement des failles ou des vulnérabilités qui peuvent être détectées dans notre organisation ou même dans nos produits, puisque nous sommes bien évidemment interconnectés avec nos clients et on peut bien sûr véhiculer des virus. Donc au départ, en 2016, effectivement, il n'y avait pas autant de cyberattaques qu'en ce moment. Et aujourd'hui, ce sont nos clients également qui se font cyberattaquer malheureusement assez régulièrement. Et on apporte, je dirais, une expertise du support auprès de ces clients lorsqu'ils se font cyberattaquer, dans la mesure où on est capable, dans le cadre de dans le plan de reprise d'activité, de leur transférer des données qui sont toujours disponibles dans nos produits à un instant T. Et ça leur permet de redémarrer plus ou moins leurs activités, mais en tous les cas, de redémarrer plus vite. Voilà. Sébastien, vous aussi, vous avez constaté une hausse des cyberattaques? Enfin, là, je parle dans la supply chain, évidemment. Oui. En fait, dans la supply chain, quand on a mené ce livre blanc avec France Supply Chain, d'ailleurs, fin d'année dernière, on s'était dit qu'il y a plutôt une urgence à lancer l'alerte. Les attaques, elles vont continuer. Aujourd'hui, la supply chain n'est pas suffisamment préparée à faire face à ces attaques. On voit des cas dans la presse, vous en avez cité, mais les attaques, en général, on n'en parle pas. On ne va pas faire la publicité du fait que mon entreprise a été attaquée hier. Et je pense, malheureusement, je pourrais être plutôt pessimiste dans cette logique de lancement d'alerte, que les attaques vont se multiplier. On a une situation géopolitique qui est celle que nous connaissons tous, qui oblige parfois à relocaliser des productions, à bouger des supply chains de manière très rapide. La supply chain, elle est en train de bouger de manière incroyable depuis quelques temps. Elle se digitalise, on l'a déjà dit, elle s'ouvre, elle intègre de différents tiers, des acteurs, des fournisseurs de rang 1, de rang 2, des commissionnaires transport, des commissionnaires en douane, des 3PL, des prestataires logistiques. Donc, de facto, on a une supply chain qui est en train de s'ouvrir, qui s'ouvre sur l'extérieur, qui se complexifie. On a des clients qui veulent une visibilité en temps réel sur les produits. Donc, je veux pouvoir suivre mon colis à tout moment, savoir où il est. Donc, il faut pouvoir ouvrir des accès, ouvrir des ports. Donc, cette supply chain se complexifie, elle s'ouvre vers l'extérieur et du coup, elle se rend plus vulnérable. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, la prise de conscience au niveau des directions supply chain, elle est encore naissante, à mes yeux. Elle est encore trop embryonnaire. On se dit que c'est le sujet du RSSI, on se dit que c'est le sujet de la DSI. Non, c'est bien un sujet supply chain et DSI qui doit être adressé conjointement. Donc, on a mené cette étude et ce livre blanc en mobilisant différents acteurs de la logistique, de la supply chain, des industriels, des retailers, pour pouvoir vraiment se dire quelle était la menace, où est-ce qu'on allait se faire attaquer, comment on pouvait se faire attaquer. Donc, c'est bien cette logique de se dire qu'est-ce que je dois. C'est pas vraiment qu'est-ce que je dois faire, c'est quand est-ce que je vais être attaqué plutôt. Hein. Et c'est pas est-ce que je vais être attaqué, c'est plutôt quand est-ce que je vais être attaqué, et comment je me prépare à me prémunir, à réagir pour le jour où je serai attaqué. Donc je suis plutôt dans une logique de me dire que du fait du mouvement qu'on constate sur la transformation de la supply chain et de la logistique aujourd'hui, on va avoir de plus en plus d'attaques. On va avoir de plus en plus d'attaques et malheureusement pas forcément là où on le pense. Hein. Je prends l'exemple d'une industrie automobile, un constructeur automobile japonais, pour ne pas le citer, qui s'est vu attaquer, non pas directement par une attaque sur ses lignes de production, mais qui s'est vu attaquer par des fournisseurs. Donc le petit fournisseur de rang 1-2 auquel on ne pense pas, qui se fait attaquer. Mais quand ce constructeur japonais se fait attaquer, c'est tout de suite 28 lignes directement qui sont impactées. C'est 5% de la production qui est arrêtée.
Alors que pour lui, à son niveau, il était intouchable. Oui, lui, il était intouchable, mais ses tiers, ses fournisseurs de rang 1, de rang 2, est-ce qu'ils ont fait le nécessaire aussi pour être sécurisés? Donc je pense que l'attaque viendra pas forcément là où on l'attend. L'attaque va s'intensifier parce que la supply chain est en train de se complexifier, de s'ouvrir. Quand on regarde encore un dernier point, hein, le système d'information de la supply chain, je ne sais pas si au sein de l'entreprise, il y a aujourd'hui des systèmes d'information aussi complexes. Alors, pour ceux qui sont dans la salle, j'imagine que vous avez peut-être un petit vernis supply chain, mais on retrouve quoi dans la supply chain? Si on fait une cartographie du système d'information de la supply chain, on va retrouver des APS pour la planification, on va retrouver des TMS pour le transport, on va retrouver des WMS pour l'entrepôt, on va retrouver des MES si on veut pouvoir contrôler les équipements sur l'usine, on va retrouver des WCS si on veut pouvoir contrôler les équipements, les automates dans l'entreprise. On va retrouver des control towers, je pense qu'on en a ici sur le salon. Et j'en passe. Donc, je n'ai cité que quelques-uns. Je ne sais pas si en finance, aux achats, en qualité, il y a autant de systèmes d'information. Et tous ces systèmes d'information, ils sont interconnectés et ils sont bien souvent connectés à des tiers, connectés à des fournisseurs. Et c'est là qu'on a toutes ces failles, toutes ces ouvertures qui rendent la supply chain beaucoup plus vulnérable. Qu'est-ce qui peut séduire les attaquants dans notre secteur? Qu'est-ce qu'ils peuvent y gagner? Alors, je pense qu'on l'avait dit un petit peu au début, mais les attaques, on retrouve différents types d'attaquants. Il y a l'attaque malveillante, l'employé qui est un peu négligent sur son mot de passe. Bon, voilà. Il y a ce premier cas. Il y a des attaques qui sont beaucoup plus relevant de l'activiste, de celui qui va vouloir s'en prendre à votre image de marque, à l'image de marque de l'entreprise. Quand ThyssenKrupp, quand Toyota, quand Thales se font attaquer, il y a probablement derrière ces attaques ce type d'effet induit. Mais ils recherchent quoi? Bon, voilà. Du vol de données, de la corruption de données, de l'altération de données. Quand j'attaque en amont sur la supply chain, sur les questions de prévision, corruption de données, modification des données, mais je modifie les prévisions, je modifie les commandes que l'industriel ou que le retailer va passer. Quand j'ai du vol de données plus en aval sur la supply chain, non pas en planification, mais ce que je qualifierais plutôt d'exécution, donc au niveau de la livraison, mais je peux récupérer des données de cartes bancaires. Donc je peux avoir de la fraude sur des transactions frauduleuses au niveau des solutions de paiement. Je peux récupérer des données des points de livraison des clients. Donc du vol, de la corruption, de l'altération de données, soit pour nuire à l'image, soit pour des logiques beaucoup plus financières. Beaucoup d'attaques tournent autour de ce qu'on appelle le ransomware, le rançongiciel, qui consiste à venir altérer, encrypter, loquer certaines données et ensuite réclamer une rançon. Donc il y a aussi cette logique derrière, au-delà de l'acte malveillant, de fraude et d'impact financier également. Fabrine, est-ce que vous avez, vous aussi, constaté chez vos clients, avec la digitalisation de leurs process, un changement de paradigme là, ces derniers temps? Oui, tout à fait. Depuis quelques années, on est tous passés dans le cloud. Donc, qui dit cloud dit opération un peu moins transparente. Et on est plus ouvert, je dirais, à des vulnérabilités ou des failles. Ce qui fait que nous, aujourd'hui, avec nos clients, et comme le disait Sébastien tout à l'heure, et ce n'est pas uniquement une question de RSSI, c'est une question de directoire, de direction. Et également l'ensemble des employés doivent être concernés. Donc, en plus des différents dispositifs de sécurité qu'on peut mettre en place, des outils techniques, des pen tests, des tests d'intrusion ou autres, ce qu'il faut garder en tête, c'est que c'est l'être humain qui est le maillon entre tous les processus. Et c'est l'être humain qui peut faire malheureusement rentrer un virus malveillant dans les systèmes d'information. Donc nous, ce qu'on a décidé, c'est que depuis 2016, on renforce notre résilience en matière d'hygiène numérique notamment, et c'est mettre en place des bonnes pratiques, beaucoup de sensibilisation auprès de nos collaborateurs, mais également auprès de nos clients et partenaires. Donc c'est de la sensibilisation au quotidien. On travaille avec un coach en cybersécurité également qui nous fait de la sensibilisation. Et puis on fait des campagnes de phishing et on travaille aussi également, on a une relation vraiment de proximité avec l'Agence nationale de l'ANSSI, en fait, de sécurité des systèmes d'information. Et on a notamment réalisé, grâce à eux, un audit d'intrusion l'année dernière,
qui a permis bien évidemment de relever quelques vulnérabilités qu'on a bien sûr corrigées tout de suite. Et plus vous testez en fait vos produits, vos plans de continuité, et plus le jour où la cyberattaque va arriver, vous êtes capable de réagir vite et de façon efficace. Chez Wavestone, comment vous accompagnez vos clients dans cette prise de conscience, dans cette sensibilisation par rapport à ce risque cyber ? Comme le disait Fabrine, c'est vrai qu'il y a un premier volet qui est l'employé, qu'il va falloir sensibiliser. Si je prends je reviens, ce qui nous intéresse là, c'est les équipes supply chain. Aujourd'hui, elles n'ont pas suffisamment cette sensibilisation autour des risques que véhiculent les processus logistiques, les processus transport et le système d'information associé. Donc on les accompagne d'abord avec ces logiques de sensibilisation, de formation, de campagne de phishing notamment. Ça va consister en quoi ? On se l'applique à nous-mêmes déjà aussi. Faire des tests, recevoir un mail. Vous recevez un mail, tentative de cliquer sur le lien, on regarde après sur les X employés qui a cliqué sur le lien, et c'est comme un permis à points. J'ai vu un client par exemple qui fonctionnait vraiment comme une logique de permis à points. Après 1 ou 2 clics sur le mail alors que vous n'étiez pas censé cliquer, vous perdez des points au fur et à mesure, et ensuite c'est des sessions de rappel, c'est des sessions de formation. Donc ça nécessite, deuxième point, au-delà de l'aspect personne et formation, que ce soit pris en compte au niveau de l'organisation, au niveau du comité de direction. Il faut vraiment que le sujet soit mis sur la table, puisqu'on ne l'a pas encore évoqué, on reviendra peut-être dessus tout à l'heure, c'est pas anodin. Adresser le sujet de cybersécurité, ça a un coût, mais sans point y revenir. Donc on les accompagne avec ces logiques de mise en place, des plans de reprise d'activité, des plans de continuité d'activité. On les accompagne en faisant des exercices. Quand on parlait des personnes au sein de la supply chain, comment on va pouvoir les sensibiliser ? C'est en faisant des exercices de crise. Et là, pour le coup, c'est là où le directeur supply chain, le directeur logistique doit travailler avec son RSSI. Puisque le RSSI, lui, les exercices de crise, normalement, c'est des choses qu'il sait faire, qu'il sait mettre en place. Le directeur supply chain, non. Conjointement, ensemble, ils vont pouvoir faire des exercices de crise sur un scénario au sein d'un entrepôt, faire des exercices de crise sur un scénario au sein d'une plateforme logistique, gestion de stock, au sein d'un service de planification. Donc, il y a la gestion de crise, la définition de ces plans de continuité d'activité, de plans de reprise d'activité, la formation, la sensibilisation de tous les acteurs de la supply chain, pour ne citer que cela. Mais quand on travaille avec un écosystème aussi large que ce qu'on peut retrouver dans la supply, on fait comment pour tout maîtriser de bout en bout ? Donc c'est bien, finalement, c'est une des premières étapes. Cartographier les acteurs. Et qui mieux que le directeur supply chain, les équipes supply chain, est capable d'identifier tous ces acteurs que j'évoquais précédemment, tous mes acteurs de la logistique que j'ai tout au long de ma chaîne. Donc j'ai ma chaîne de valeur, je dois, recenser l'ensemble de mes acteurs. Donc oui, c'est fastidieux, dans des supply chains complexes, c'est fastidieux, mais c'est une première étape, recenser l'ensemble des acteurs que j'ai sur ma supply chain. Et si je reviens à mon exemple du constructeur automobile de tout à l'heure, ça veut dire identifier tous ces fournisseurs avec qui un jour je vais soit ouvrir mon SI pour pouvoir leur passer une commande, soit mettre en place un flux EDI, soit mettre en place un flux de dématérialisation de factures, soit un flux pour leur envoyer des ordres de transport. Donc, il y a identifier les acteurs, et c'est l'ensemble des acteurs. Donc, ça inclut les prestataires logistiques, ça inclut les équipes support au niveau du service informatique, au niveau des équipements que je peux retrouver sur ma chaîne de production. Donc, premièrement, identifier les acteurs. Deuxièmement, faire une cartographie des risques. Là aussi, des choses auxquelles les RSSI sont déjà sensibilisés. Donc, quand on fait cette cartographie des risques, comme toute bonne cartographie des risques, on va les prioriser. Sur chaque risque, on va mettre en place, en face, des plans de rémédiation. Donc, il faut pouvoir apprécier le risque, avoir, une fois qu'on a identifié ces risques, des plans pour pouvoir redémarrer, des plans de reprise, mais aussi avoir identifié, troisième point, c'est des plans d'action tournés plutôt mode de fonctionnement dégradé. Est-ce qu'on sait revenir rapidement à la fameuse fiche suiveuse qu'on a enlevée parce que on est bloqué pendant 3 jours et on n'a pas accès à l'ERP, on n'a pas accès au WMS. Donc, est-ce qu'on sait avoir ces modes de fonctionnement dégradés
pour pouvoir au moins assurer une continuité de l'activité une fois qu'on a identifié les acteurs et les risques. Je vous vois hocher la tête, Fabrine. Comment vous fonctionnez, vous ? Oui, effectivement, on a une cartographie de nos processus, que ce soit en interne, organisation MGI. On a également cartographié l'ensemble des systèmes d'une communauté portuaire. Et il y a énormément de systèmes d'information. Il y a également tout ce qui est autorités régaliennes, les ports, les douanes, les phyto-vétos, etc. Donc, voilà, comme le disait Sébastien, dans un premier temps, il faut cartographier les processus, mais également les risques. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une analyse de risque, voilà, et avec un plan de traitement des risques. Et en fonction du risque évalué, eh bien, on met une action plus ou moins forte en fonction du degré de risque, en fait. Et en plus de tout ça, bien sûr, on met en place des bonnes pratiques qui sont notamment données et guidées par l'ANSSI ou France Cyber Maritime. Donc, c'est rendre vos mots de passe robustes, en avoir un par application, faire vos mises à jour, utiliser vos matériels à usage uniquement professionnel et pas à des fins personnelles. Et puis, en plus de tout ça, avec notre écosystème et nos échanges de messages, on met en place notamment des échanges EDI qui sont sécurisés par le protocole SFTP. On met en place également des API qui sont je dirais, sécurisés via token. Voilà, donc en plus des dispositifs vraiment purs techniques, on a les bonnes pratiques et puis on se tourne également vers notre client. Alors, vous l'avez évoqué, Sébastien, tout à l'heure, mais tout ça, c'est lourd, ça prend du temps et ça coûte de l'argent. Quel coût pour sécuriser sa supply chain, finalement ? Deux chiffres, on a, dans les études qu'on a pu mener. Sécuriser, alors je parlais peut-être plus largement que la supply chain, puisque on regarde également ce qui se passe sur la cybersécurisation d'autres systèmes d'information. Mais sur la phase projet, donc en phase de build, comme on dit classiquement, en phase projet, je mets en place un système d'information, je mets en place un équipement, il faut compter environ 5 à 10% de coûts additionnels pour intégrer cet aspect cybersécurité et ce que nous on appelle, et qu'on appelle de plus en plus dans la profession, secured by design. Donc je m'assure dès la conception, dès la phase projet, que je mets en place les verrous, les bons outils pour surveiller mes interfaces, pour contrôler. Donc 5 à 10% de coûts en phase projet. En phase de run, donc quand on va être en phase vraiment d'exploitation, c'est 3 à 5% de coûts additionnels. Donc oui, c'est fastidieux, oui, ça coûte, mais je ne sais pas si on mettrait ça en balance par rapport au coût que ça pourrait coûter le jour où il y a un arrêt de production. Encore un autre chiffre, sur une quarantaine de sites industriels que nous, on a pu auditer côté Wavestone, il y a 10 à 12% qui ont subi une journée d'arrêt de production. Donc une journée d'arrêt de production versus 3 à 5% de coûts additionnels pour du run et 5 à 10% de coûts additionnels pour la phase projet, je pense que ça se regarde. Fabrine ? Oui, tout à fait. Nous, je dirais que depuis 7 ans, on est dans cette démarche d'amélioration de notre résilience en cybersécurité. Donc forcément, ça a un coût en termes d'humains, parce qu'il vous faut des équipes pour contrôler, piloter tous vos systèmes d'information et tout ce qui est SOC également pour anticiper les attaques. Donc bien sûr, ça a des coûts, mais comme le disait Sébastien, quand vous voyez que votre entreprise peut être bloquée pendant des jours, des semaines, parce qu'elle ne récupère pas ses données et ses systèmes d'information, c'est pas une perte d'argent en fait, c'est vraiment un investissement et j'encourage vraiment toutes les entreprises à le faire aujourd'hui. Alors là, on parle de coûts. Vous l'avez dit, c'est pas grand-chose finalement par rapport à aux impacts. C'est quoi les impacts ? Alors, on va pas faire peur à tout le monde, mais dans les grandes lignes.
Si, je pense qu'il faut... S'il faut faire peur. Il faut faire peur. La sensibilisation, elle est encore naissante, comme je le disais. Non, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des solutions. Donc il faut avoir cette prise de conscience, mais il faut aussi tout de suite pouvoir passer à la phase action et qu'est-ce que je fais. Et ça, on a les moyens pour le faire de plus en plus. Les impacts, je pense qu'on les a un petit peu évoqués, mais si on essaie de représenter une supply chain avec la partie planification, plutôt l'amont, l'exécution, et ensuite l'aval. Au niveau de l'amont, de la planification, les impacts, c'est quoi? C'est des imprécisions au niveau des inventaires. On a vu un acteur se faire attaquer. C'est ensuite une semaine d'écart sur les inventaires et des ruptures de stock là où on ne les avait pas prévues. Donc sur la partie amont, planification, c'est des données qui sont plus correctes sur mes stocks et des commandes qu'on n'arrive plus à servir puisqu'on pensait avoir la marchandise, on ne l'a plus. Donc c'est vraiment plutôt sur les logiques de prévision, de forecast, qu'on va être moins bon. Sur la partie exécution, plutôt en aval, le nerf de la guerre, de plus en plus en traçabilité, en supply chain, c'est la traçabilité, c'est ce temps réel. Donc là, on a des risques de plus pouvoir tracer le produit, des risques de traçabilité qui sont encore plus cruciaux quand on est dans des secteurs tels que la pharmacie, la pharmaceutique, life science et l'agroalimentaire. Donc, impact au niveau de la traçabilité. Ensuite, impact au niveau de la confidentialité, quand on va être plus en aval, quand on va être dans des logiques de B2C, voire même parfois aussi de B2B, parce que là, c'est les données de mes clients qui peuvent potentiellement se retrouver sur le dark web ou par ailleurs. Donc l'impact, il va être plutôt sur les logiques de confidentialité, de partage de données, là où elles n'auraient pas dû être partagées. Donc vraiment, précision sur ma planification, mes stocks, enjeu de traçabilité, et enjeu de confidentialité quand on va se rapprocher de l'aval de la supply chain. Dans le monde du transport maritime, Fabrine, on est sur quels enjeux, là, quels impacts? Typiquement, on a quelques clients qui se sont fait attaquer il y a quelques mois, et c'était notamment des compagnies maritimes. Et leur système a été complètement down pendant des jours et des semaines. Et donc, l'effet immédiat, c'est que leurs clients ne pouvaient plus faire de booking et donc de réserver de la place à bord de leur navire. L'effet immédiat aussi, ça a été que les conteneurs ou les marchandises ne pouvaient plus bouger, en fait, parce que tout ce qui était tracking, tout ce qui était événements, douane, etc., n'apparaissait plus dans leur système. Donc c'est sur un point de vue vraiment portuaire et maritime, c'est un port qui marche au ralenti en fait, puisqu'il n'y a plus de traçabilité, il n'y a plus de données, il n'y a plus d'événements. Donc on revient quelque part un peu au mode dégradé papier. Et là, pour le coup, ça prend plus de temps, donc plus d'argent, le navire reste à quai plus longtemps. Et même après, au niveau national, si on évoque peut-être une attaque de l'ensemble des ports en France, là, c'est toute l'économie française en termes d'import-export qui risque d'être impactée. Et du coup, les marchandises bougent moins et plus difficilement, en fait. Donc, de gros enjeux au niveau national. Bon, c'est bon, je pense que vous avez fait peur, un petit peu. Moi, il y a quelque chose qui m'interroge, parce que vous disiez la sensibilisation, elle est encore naissante, la prise de conscience, elle est naissante. Et en parallèle de tout ça, la digitalisation, elle va croissante. Objets connectés, IoT, 5G, blockchain, tout ça. Du coup, est-ce qu'on ne va pas rester toujours dans ce vilain décalage entre la prise de conscience, les actions initiées qui arrivent trop tard au regard de l'avancée de la digitalisation de la supply chain? Je pense que c'est l'heure où arrive le vent d'optimisme. Aujourd'hui, toutes les technologies que vous avez citées ont, entre guillemets, la chance pour la plupart de pouvoir être secured by design. Donc quand je conçois un système dans le cloud, il y a aujourd'hui des réglementations, on en a un peu parlé, il y a le Cyber Act aussi au niveau européen qui vise à imposer certaines normes, certaines pratiques partagées au niveau plus large que le territoire français, et donc qui permet justement, si je déploie une blockchain, si je déploie un IoT, si je déploie des capteurs sur ma supply chain, d'être déjà secured by design. Le problème aujourd'hui, c'est qu'il faut cette prise de conscience parce que toutes les entreprises n'ont pas encore ces ERP ou ces WMS qui sont secured by design. On a encore des systèmes legacy qui ont été mis en production, voire même ont connu des montées de version à des époques où ces enjeux de cybersécurité n'étaient pas aussi importants.
Donc les équipes qui sont aux manettes n'ont pas eu ce type de formation et les systèmes d'information qui sont aujourd'hui en place, les systèmes legacy, ne sont pas encore tous remplacés et donc sont encore sur des systèmes qui n'ont pas toutes les protections, qui n'ont pas subi tous ces pentests qu'on a pu évoquer précédemment. Donc en allant vers cette digitalisation, on a la chance ou l'opportunité justement d'être plus résilient, de se prémunir de ce type de risque et de ce type d'attaque. Donc c'est plutôt la bonne nouvelle justement. Alors, effectivement, que je disais tout à l'heure, en se digitalisant, elle se fragilise parce qu'elle s'ouvre sur l'extérieur, mais il y a cette possibilité aussi de dire je mène un appel d'offres pour choisir une solution type transport, je mène un appel d'offres pour choisir une control tower, pour choisir une blockchain. J'inclus déjà dans mes critères de choix des éléments clés de la norme, de la cybersécurité. Vous, Fabrine, la blockchain, vous y êtes intéressée il y a maintenant pas mal d'années? Oui, depuis 2016 en fait. Donc on a une certaine maturité, je dirais, en sécurité des systèmes d'information. Alors à l'époque, c'est vrai qu'on n'avait pas autant de cyberattaques qu'aujourd'hui. Et cette maturité, justement, elle nous permet d'avoir cette résilience plutôt robuste. Des dispositifs également techniques, mais comme le disait Sébastien, ça va vite, ça va très vite avec les objets connectés, l'intelligence artificielle qui peut être détournée également à des fins malveillantes. Il y a tout ce qui est chat GPT aussi qui peut aider à écrire des mails sans faute d'orthographe et du coup on peut être encore plus amené à cliquer sur la pièce jointe et à faire entrer le virus. Donc c'est beaucoup de temps à passer à sensibiliser tous les collaborateurs, mais également l'écosystème en fait, nos clients, nos partenaires. Nous, on n'hésite pas notamment à apporter de l'accompagnement et de support auprès de places portuaires pour notamment réaliser la revue des droits de leurs produits, de notre produit CI5. Là, dernièrement, au travers de notre GIE France PCS, on a adhéré à France Cyber Maritime. Vous pouvez nous expliquer? Bien sûr, France Cyber Maritime, c'est une association qui a été créée fin 2020 par le gouvernement Macron. Justement pour amener de la prévention, partager des événements en matière cybersécurité et surtout faire de l'alerte. Ils nous envoient maintenant régulièrement tous les mois des alertes, des virus et c'est à nous après de traiter en interne et de voir si ces virus ont été intégrés dans nos systèmes d'information. Donc c'est du pilotage, c'est de la prévention qui peuvent effectivement éviter le gros couac en fait. Vous, chez Wavestone, est-ce que vous avez des cas concrets peut-être à nous partager? Alors, je ne sais pas si vous pouvez parler vraiment de vos clients, mais peut-être nous illustrer par un cas concret une attaque et les moyens les solutions. Alors, bien sûr, effectivement, ce n'est pas le genre de choses qu'on communique facilement, mais on peut caractériser une attaque. Une attaque, on va pouvoir la caractériser déjà par le point d'entrée. Hein, et comme j'insiste vraiment là-dessus, le point d'entrée, c'est finalement pas si souvent que ça par une attaque directe. C'est plutôt l'attaque par rebond. Donc on parlait tout à l'heure de solutions qu'il faut bien choisir. C'est aussi bien choisir ses partenaires et mettre les bons verrous et les bons critères de choix au niveau de ses prestataires logistiques et au niveau de ses fournisseurs. Donc, premièrement, l'attaque par ce moyen détourné, hein, donc par le fournisseur de rang 2. On a eu un cas où l'attaque s'était faite par le commissionnaire en douane. Hein, donc, à partir du moment où je ne peux plus dédouaner, du coup, je suis bloqué sur l'ensemble de la chaîne, en tout cas dans les logiques internationales. Donc, identifier le point d'entrée. Ensuite, une fois que le mal a pu pénétrer au niveau de la supply chain, il va essayer de remonter pour accéder à la donnée source, à la donnée qu'il veut corrompre, à la donnée qu'il veut altérer ou à la donnée qu'il veut voler. Donc, ce n'est pas le poste de travail de Sébastien Marie qui va intéresser l'attaquant, c'est plutôt rentrer par ce poste de travail pour remonter à un serveur de données, pour remonter à une salle des machines, pour remonter à des automates. Donc, le point d'entrée qui est en rang 1, en rang 2 ou chez mon commissionnaire de transport n'est qu'un point d'entrée. L'idée après, c'est de pouvoir remonter progressivement et cette
façon de remonter jusqu'au point qu'on veut finalement toucher peut prendre du temps. Donc il y a vraiment cette logique, plutôt que de décrire un cas concret, je pense que de pattern de l'attaque qu'on a pu caractériser au cours de nos différents interventions chez nos clients, qui se font d'ailleurs soit avant qu'il y ait eu attaque, plutôt dans des logiques de prévention, soit après, plutôt dans des logiques de rémédiation. Une fois que l'attaque est là, on a pu aussi caractériser, suivant une règle qu'on a qualifiée la règle des 5-2, ce qui va pouvoir se passer. Vous allez mettre à peu près 2 heures à commencer à investiguer. Donc je commence à me sentir que quelque chose ne va pas, je vais mettre environ 2 heures à pouvoir investiguer, essayer de comprendre ce qui se passe. On va mettre 2 jours à pouvoir vraiment constater d'où vient le mal, par où il est rentré, quel est le cheminement qu'il a suivi. On va mettre ensuite 2 semaines à pouvoir passer dans un mode dégradé. 2 mois à pouvoir commencer à retrouver une situation normale. Et 2 ans à pouvoir se dire, ça y est, j'ai un programme de cybersécurité qui me permet de sécuriser l'ensemble de ma chaîne. Donc, autre approche, c'est cette logique de se dire que c'est un exercice long, de pouvoir déjà reprendre une situation en mode dégradé, puis reprendre une situation normale et enfin être vraiment complètement sécurisé. Donc plutôt que de répondre à la question chez quel client, puisqu'on a des clients industriels, des clients retailers qu'on a pu accompagner un peu dans tout type de secteur. Il y en a qui sont dans la presse et qui sont plutôt du coup connus du grand public. Je préfère qu'on vraiment se focalise sur cette caractérisation de comment l'attaquant procède. Et une fois que l'attaquant a pu toucher sa cible, comment on s'en sort. Fabrine, vous ne voulez pas me donner des petits noms, vous? Non, c'est la partie confidentielle de la sécurité des systèmes d'information. Mais je rejoins complètement Sébastien. Vous mettez du temps déjà à voir ce qui se passe dans vos systèmes. Ensuite, il faut corriger. Et puis après, pour retrouver l'ensemble de vos interfaces, que ce soit votre interface en intérieur entreprise, mais également à l'extérieur avec vos clients. Ça demande un minima de 2 mois, effectivement. D'où l'importance de la prévention, de la sensibilisation. Nous, sur la communauté de Marseille, avec le Grand Port Maritime de Marseille, nous avons mis en place un observatoire de sécurité de l'information. Et nous partageons, ce sont des réunions qui ont lieu 3-4 fois par an. Et avec tous les RSSI de la place portuaire et tous les ASIP, les agents de sûreté d'une place portuaire, nous partageons justement sur, malheureusement, s'il y a eu des cyberattaques, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'ils ont fait, etc., qu'est-ce qu'ils ont mis en place. Et puis, on échange sur des procédés de prévention, des outils, qu'est-ce qui fonctionne bien, qu'est-ce qui fonctionne moins bien. Donc, ce type d'action a pour but de renforcer encore plus la résilience et d'une façon communautaire, en fait, tous ensemble. Ce type d'action, Sébastien, on pourrait le voir aussi en dehors du maritime, chez des prestataires, des choses comme ça. Est-ce que vous avez dans les tuyaux, peut-être avec l'association France Supply Chain, comme vous avez fait ce document avec eux, d'autres projets pour sensibiliser, pour prévenir, parce que c'est quand même des mots qui sont revenus tout au long de l'échange? Oui, c'est vrai qu'on le disait, vent d'optimisme tout à l'heure, il y a cette communauté des acteurs de la cybersécurité qui finalement échangent entre eux. On dit qu'on ne dévoile pas forcément tous les clients qui se font attaquer, qu'on a pu aider, mais en revanche, il y a un cercle quand même assez... qui fonctionne assez bien, on l'a évoqué sur le maritime, mais qui fonctionne assez bien quand même, je trouve, entre les différents acteurs qui interviennent au niveau de la cybersécurisation des systèmes d'information. Donc déjà, le partage à ce niveau-là est une bonne nouvelle. Et pour focaliser vraiment sur la partie France Supply Chain, on envisage d'ici la fin de l'année à faire une nouvelle réflexion, à mener une nouvelle réflexion, d'ailleurs plutôt ouverte, donc de se dire, quelques mois après, 1 an après, avec... certaines évolutions qu'on n'avait pas vues quand on avait rédigé ce livre blanc, typiquement l'évolution du contexte géopolitique, et de se dire, est-ce qu'il y a des choses qui ont changé? Est-ce qu'il y a eu une prise de conscience? Et est-ce qu'il y a eu certaines actions qui ont pu porter leurs fruits? On envisage de zoomer particulièrement sur l'attaque par les tiers, parce qu'on voit que c'est une logique qui se répète sur l'ensemble des
des études qu'on a pu mener. Donc on envisage de focaliser sur l'attaque par les tiers d'une part, et on aimerait aussi regarder est-ce que les logiques de relocalisation, puisqu'on a beaucoup parlé au-delà de l'aspect digitalisation, mais le contexte géopolitique qui a obligé à relocaliser parfois certaines supply chains, et de se dire si cette relocalisation, ce mouvement qui est fait aussi amène un risque un peu plus accru, et est-ce qu'on peut s'en prémunir. Donc oui, une réflexion plutôt sur la fin de l'année 2023 autour des évolutions et j'espère quelques bonnes pratiques suite à ce premier électrochoc visant à sensibiliser. Fabrine, des projets aussi pour MGI à l'avenir sur ce sujet ? Oui, on a de nombreux projets, notamment avec France PCS, qui est notre GIE avec MGI, qu'on a créé avec Soget notamment. Et on envisage, entre autres, la création de kits de sensibilisation qui pourraient être mis à disposition de toutes les communautés portuaires françaises et dom-tom, et qui serait également décliné sur l'ensemble des opérateurs logistiques. Et puis, bien sûr, continuer à renforcer nos dispositifs, toujours continuer la sensibilisation, voilà, aller toujours de l'avant, et puis toujours travailler de façon, je dirais, proche avec l'ANSSI. Voilà, donc on garde vraiment des relations de privilège. Et puis toujours, bien sûr, dans nos produits et futurs produits, puisque nous avons également un service innovation, nous intégrons dès la création et le développement des produits du Security by Design. Et ça, c'est le socle aussi pour éviter qu'un produit soit trop fragile en matière de sécurité. Sébastien, vous disiez juste avant que vous aviez en tête d'aller mesurer un peu la prise de conscience, l'évolution. Vous, à titre personnel, dans votre quotidien, dans votre accompagnement aux entreprises, vous la voyez, cette prise de conscience, cette évolution Question pas simple. Je pense que ça va vraiment varier d'une entreprise à l'autre. On voit que celles, bien sûr, qui ont été attaquées, un grand groupe français industriel, il y a quelques années, on sent que désormais, maintenant, quand on les accompagne, c'est beaucoup plus, je pense le terme négatif, mais c'est plutôt l'aspect positif, c'est beaucoup plus pénible de mettre en place un nouveau système d'information, puisque maintenant, c'est ceinture, bretelles, et on verrouille de partout. Parce que ils ont été touchés, ils ont été attaqués, il y a eu vraiment cette prise de conscience. Donc ça va vraiment dépendre. Donc on se dit, ça finalement c'est un phénomène qu'on entend à la radio et ça n'arrive qu'aux autres. Pour ce type d'acteurs, effectivement là la prise de conscience ce n'est pas encore au niveau où elle devrait être selon nous. Mais on constate quand même qu'il y a parce qu'il y a des cas, attaques d'hôpitaux, attaques de Thales, attaques de Thyssen, attaques de Toyota. Il y a des cas qui sont dans la presse qui font quand même que, même au niveau du grand public, il y a cette prise de conscience. Et même à titre personnel, je ne vous le souhaite pas, mais certaines personnes se font aussi attaquer, vol au niveau de transactions bancaires et notamment. Donc, il y a une première prise de conscience. De là à dire qu'on passe tout de suite à l'action, puisque... J'en connais même bien formés qui continuent de cliquer sur les campagnes de phishing quand il y a l'email qui est envoyé, qui est bien, où il n'y a pas les fautes d'orthographe, et on se dit, je clique et je vais voir. Le dernier que j'ai vu passer, c'était fichier zip avec l'ensemble des salaires de la société. Je pense qu'on a été beaucoup à essayer de faire à voir, et certains ont cliqué. Donc, alors que, on était bien sensibilisés, bien formés. Donc, c'est vraiment un exercice de tous les jours, de rappel, de resensibilisation, de formation. Je prenais l'exemple du permis à points tout à l'heure. Donc, et nous, on se l'applique aussi. Au sein de Wavestone, on a ces campagnes régulièrement, on a cette logique de zéro trust en interne qu'on se met pour pouvoir continuer de grandir là-dessus. On l'a compris, la barrière quand même aux attaques, c'est quand même pas mal l'humain, parce que c'est lui qui va prévenir, c'est lui qui va sensibiliser, c'est lui qui va former. Mais pour ça, il faut avoir des RSSI, il faut avoir des gens qui soient eux-mêmes formés à toutes ces questions de cybersécurité. Et là, je fais le lien avec Gérard Réus, qui est responsable du département d'enseignement et de l'entrepreneuriat de l'ECE. Et voilà. Et qui
Bonjour. va venir nous expliquer un peu comment on va former les ingénieurs spécialisés en cybersécurité de demain. Où, comment Oui, alors on va voir. J'introduis un peu le CE, qui est l'école d'ingénieurs, école centrale d'électronique. C'est une vieille maison de 100 ans. La cybersécurité n'existait pas à l'époque, mais bon, on avait d'autres problèmes. C'est une école qui forme des ingénieurs du numérique. Donc on est bien sur les sujets dont on parle ici, spécialisés en cybersécurité, en big data analytics, également en cloud computing, vous en parliez, hein, c'est important. Et également l'ingénierie produit, puisque Secure by Design, on l'intègre dès le début. Donc ces ingénieurs vont répondre à toutes les problématiques qu'on se pose dans la supply chain aujourd'hui. Comment on les forme? On le forme en partenariat avec des industriels. On est là. Alors, il y a plusieurs façons de les former. Comme tout ingénieur, il y a une base scientifique très forte dès le départ, pendant les 3 premières années, et après on se spécialise à partir de la 4e année. Alors la pédagogie, elle est effectivement en partenariat avec les industriels, beaucoup de projets. On a une plateforme projet qui est au sein de l'école, où on fait appel à vous, les industriels. Confiez-nous les projets pour les étudiants sur la cybersécurité, on pourra les traiter, accompagner avec des mentors, avec tout ce qui va bien, avec toute la confidentialité qui va aussi. J'ai essayé d'obtenir des informations de mon pôle projet. Ils m'ont dit non, j'ai pas le droit. Donc très bien, bonne réaction. Ils ont bien été formés. On a aussi de l'apprentissage. Donc beaucoup d'ingénieurs qui sont en apprentissage, et on le développe beaucoup, ce qui permet d'être bien sur le terrain, de pratiquer vu l'augmentation des attaques, hein, on est à plus de 400%, hein, pratiquement plus de la moitié des entreprises sont fait hacker déjà, en tout cas les plus importantes, avec des inconvénients financiers qui sont importants, jusqu'à 4 millions de dollars en moyenne, hein, donc c'est quand même important. Donc on est sensibilisé aussi à cet aspect implication du business. Donc je parlais de l'apprentissage, également beaucoup de stages. Donc prenez des ingénieurs en stage, ils sont plutôt bien formés. Donc voilà un petit peu la pédagogie qu'on applique. Et on essaie aussi d'avoir des partenariats industriels. Par exemple, la majeure, donc la spécialisation qu'on vient d'ouvrir aujourd'hui sur le cloud computing est avec Orange et Capgemini. Donc on est très très proche des industriels et de leurs besoins. Et tout ce que j'entends aujourd'hui me conforte que normalement on forme bien nos ingénieurs aujourd'hui par rapport aux besoins des industriels, des entreprises. Voilà comment je pouvais introduire l'école. Et du coup, sur ce volet, sur ce bachelor, plus précisément, est-ce que vous avez une recrudescence d'étudiants? Est-ce que ça prend de l'ampleur? Est-ce que les jeunes ingénieurs ont conscience que c'est peut-être l'un des gros sujets de demain, voire le sujet de demain? Alors, on forme des bachelors, mais surtout des masters, hein, surtout des ingénieurs qui sont là pour réfléchir, pour modéliser aussi, hein, des architectures et des attaques, hein, simuler les jumeaux numériques et travailler là-dessus. Alors oui, là, on a une attractivité hyper forte. Hein, les majeurs, en tout cas les masters qui sont les plus demandés sont cybersécurité, cloud computing et big data analytics. Donc ça, c'est clair que les étudiants sont, parce qu'on en parle beaucoup, hein, quand même sur le sujet, mais il y a un sens à leur choix. C'est-à-dire on veut défendre, on veut se mettre au service des industries et en particulier la supply chain. Donc les étudiants sont conscients non pas que c'est simplement de la techno, mais il y a vraiment un sens à ce qu'ils font, donc c'est très attractif pour eux. Et ils sont sûrs d'avoir un job, hein, vu la demande qu'il y a aujourd'hui. On les rassure, vous aurez un job, même si vous rentrez en ingénieur, parce que c'est une école post-bac, hein, donc on peut rentrer en première année comme en 3e année. Donc même les ingénieurs aujourd'hui qui rentrent en première année, dans 5 ans, ils auront un job sur le sujet, hein, ils sont rassurés. Oui. Et comment vous faites toutes ces dernières années là pour faire évoluer les programmes, parce que ça bouge tout le temps en fait, ça évolue très très fortement. Comment vous travaillez en interne à l'évolution des programmes pour toujours coller aux besoins des industriels et puis des futurs employeurs de vos étudiants? Alors c'est simple, hein, on est très proche des industriels, donc régulièrement on crée des conseils de perfectionnement, hein, vos fameux
comités qui viennent et on le fait de plus en plus souvent parce que ça évolue très vite. Donc plusieurs fois par an, on réunit des industriels assez majeurs de chaque industrie, de chaque domaine, qui viennent avec nous, avec les ingénieurs pédagogiques, avec les enseignants, les responsables de majeurs, discuter de toutes les évolutions et on fait évoluer les programmes petit à petit. Et chaque année, il y a des modifications dans les programmes. Donc c'est très flexible et très circulaire, on va dire, l'amélioration continue des programmes, grâce à ces conseils de perfectionnement où les industriels sont invités et c'est eux qui nous expriment les besoins. Et donc ils vous expriment pas mal de besoins sur ce risque cyber. Du coup, oui, ça reste un des sujets majeurs aujourd'hui sur la cybersécurité, mais aussi le cloud computing, parce que dans le cloud, il y a de la sécurité. Vous disiez aujourd'hui, il y a beaucoup de clients qui n'ont pas encore des systèmes d'information qui sont à jour. Donc, une façon de les sécuriser, c'est de les faire monter dans le cloud, de mettre de l'intelligence artificielle là où il faut, du traitement de la donnée là où il faut, de l'inclure dans le design. Et tout ça, les industriels, on discute très régulièrement avec eux et on intègre dans notre programme toute cette partie. Par exemple, on disait que le réseau aujourd'hui, les télécoms, aujourd'hui, c'est une commodité. Donc on va un petit peu moins former les gens là-dessus et plus sur la sécurité des objets connectés, la sécurité, l'utilisation du cloud dans une optique business, parce qu'on est et quand on est dans un secteur d'activité, la supply chain, il y a du business en fin de compte et l'impact économique est très fort. Donc ils sont sensibilisés et les industriels viennent nous en parler régulièrement. On a plein de mots-clés qui ressortent quand même de l'échange, mais principalement, il y a quand même cette notion de... Il faut se parler, il faut échanger, il faut partager les bonnes pratiques pour être sensibilisé. Du coup, sans transition, je pense que c'est le moment d'échanger avec vous, qui êtes là à nous écouter depuis 50 minutes. Voilà. Est-ce que certains d'entre vous ont des questions, des commentaires ? Alors, je vais vous apporter le micro, parce qu'il y en a un autre là-bas, mais voilà, la dame est occupée. Bonjour, Verspiren, courtier en assurance. Merci beaucoup pour cette intervention très intéressante. Notamment, Monsieur Marie, vous aviez évoqué les impacts des cyberattaques qui peuvent être absolument dévastatrices pour notre secteur d'activité du salon. J'avais une petite question, notamment à destination de Madame Frestel. Oui. Est-ce que vous avez lancé une démarche en fait, d'identification des impacts financiers potentiels que peut avoir une cyberattaque majeure sur votre entreprise? Et est-ce que vous avez donc démarré une étude en matière de cyberassurance pour pouvoir vous en prémunir le jour où ça arrivera? Parce qu'on le sait, si ce n'est pas cette année, c'est l'année prochaine ou c'est l'année suivante. Mais personne ne peut y réchapper. Je vais commencer ici. Oui, c'est une réflexion qu'on a, je dirais, depuis qu'on a mis en place notre certification ISO 27001. On en parle tous les ans. Aujourd'hui, on n'est toujours pas assuré, mais je pense que, compte tenu des risques, nous allons bien évidemment cartographier les risques financiers et mettre en face, bien évidemment, une assurance. Voilà. Même si, quelque part, l'ANSSI, bien sûr, ne souhaite pas qu'on paye les rançons. Il ne faut surtout pas payer les rançons. L'assurance servirait plutôt aux impacts financiers indirects au travers peut-être d'un client ou des clients qui seraient touchés par notre système d'information. Donc oui, on va le faire et certainement cette année. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On a le temps pour une ou deux questions supplémentaires. N'hésitez pas. Bon, je ne vous force pas. En tout cas, nos experts sont disponibles si vous avez besoin d'échanger avec eux à l'issue de la conférence. Merci Gérard, merci Sébastien, merci Fabrine et merci à vous. Merci. Merci.